Compose, épisode 44. Ça a été un premier coup où je me suis dit, mais en fait, ça va être dur. Mais en fait, c'était bien, je crois. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu des facilités. Et quand on a des facilités, on ne sait pas ce que c'est que de travailler dur pour avoir ce qu'on veut. En tout cas, moi, à l'école, ça a toujours été très simple, entre gros guillemets. Je travaillais, au bout d'un moment, il fallait travailler, mais voilà, enfin... Et les trucs où j'y arrivais pas trop, j'arrêtais. Parce que je me disais que c'était pas fait pour moi. Et ce qui est nul, en fait. Et le stand-up, et on partage ça beaucoup avec Lola et Marine, je crois. C'est l'une des premières choses où je sens qu'il faut que je travaille pour vraiment m'améliorer, mais où je m'arrête pas parce que j'ai très envie de m'améliorer, en fait. Et que c'est hyper excitant de se dire, il y a tellement de choses où je suis au tout début, en fait. Et il y a tellement de choses que je dois maîtriser. Et surtout, le stand-up, c'est une discipline qui s'apprend en faisant. Et donc, j'ai appris petit à petit et je suis encore vraiment en apprentissage, et je sais que ce que je fais maintenant n'a rien à voir avec ce que je faisais il y a 2 ans, mais je sais que dans 2 ans, je serai complètement différente aussi. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Moana, humoriste, et c'est avec elle que je commence cette série de 3 épisodes spécial fin de soirée. Fin de soirée, c'est le trio qu'elle forme avec Lola Destienne et Marine Sergent, et c'est le nom de leur premier spectacle. Ces épisodes ont été enregistrés en juillet à Avignon, et c'est dans leur villa, ou plus exactement dans la buanderie, la seule pièce vraiment isolée de la maison, qu'on s'est posé pour discuter. Spoiler alerte, vous allez donc entendre quelques bruits de chasse d'eau ou de bain dans ces épisodes. Avec Moana, on a parlé de sa découverte de l'humour et de ses premières références, du fait qu'elle a toujours voulu être comédienne, du théâtre d'impro, de la scène stand-up bruxelloise, du moment où elle a écrit son premier sketch, de légitimité, d'anxiété, de stress, de sexisme, de l'Atout Comedy Club, du trio qu'elle forme avec Marine et Lola, de son identité en tant qu'artiste. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Moana d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à vous de m'avoir ici. Je sais pas pourquoi je te vous vois. Je ne sais pas non plus. Merci à toi de m'avoir invitée. Tu es donc humoriste. Oui. Et j'aimerais bien d'abord qu'on revienne un peu au tout début. En fait, comment est né ton intérêt pour l'humour ? Et en fait, c'est une question que je me pose beaucoup, et je crois que ça vient vraiment de ma famille. Parce que j'ai une famille particulièrement du côté de ma mère où on rigole beaucoup. On a toujours rigolé. Moi, j'ai les souvenirs. Pour moi, Noël, ça a toujours été une énorme fête du côté de ma mère. Et donc, j'ai des tantes très, très drôles. J'ai des cousines et des cousins très, très drôles. Ma mère adore l'humour et a un grand sens de l'humour. Mon père aussi, en fait, est très drôle. Parfois malgré lui, mais en général, il est très drôle. Et donc, du coup, moi, l'humour, c'est quelque chose qui est très ancré, quoi, dans ma famille. Qui est très ancré, notamment beaucoup chez les femmes de ma famille aussi. Donc, voilà. Et après, ma mère nous a un peu inculqué une culture de l'humour, mais on n'appelait pas ça une culture de l'humour, on appelait ça regarder des trucs. Ah ouais. Et donc, on avait les cassettes de Danny Boone à la maison. On a beaucoup regardé des films comme Les Visiteurs. Et je sais que c'est pas genre hyper hype, mais pour moi, Les Visiteurs, c'est un des films les plus drôles qui soit. Je trouve que Valérie Lemercier dedans est incroyable, par exemple. On a aussi regardé d'autres films, genre Marie à tout prix. Et en fait, et puis aussi tous les De Funès, parce que ma mère adore les De Funès. Donc, je me suis en fait construit une culture d'humour principalement francophone quand même, avec quelques exceptions. Et puis après, quand j'étais ado, avec mes amis, on avait aussi beaucoup de références d'humour ensemble. Moi, j'ai regardé les DVD de Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, beaucoup. Et puis après, les DVD du Jamel Comedy Club, avec les sketchs du Jamel Comedy Club. Ça, c'était un truc qu'on regardait beaucoup, donc on avait ces références, mais on n'avait pas que ça. On avait... c'était l'époque aussi, quand j'étais ado, du Grand Journal. Ah, oui. Donc on avait Omar et Fred, beaucoup. Même les tutos YouTube commençait un petit peu à ce moment-là, donc il y avait Camille... comment il s'appelle, les tutos de Camille là, Jérôme Niel qui faisait les tutos vénères là, où c'était hyper drôle, et ça passait aussi au petit journal. Bref, en fait,
petit à petit, il y avait ça. Puis on avait des références de genre Le cœur a ses raisons. Avec des amis, on faisait des répliques et j'ai regardé avec des amis aussi. En fait, j'avais un truc où mes amis ce qui me reliait beaucoup à mes amis, c'était de rire. Et du coup, on regardait beaucoup de choses ensemble. Et voilà. Donc, en fait, je me suis construit une culture humour d'abord avec ma famille et puis petit à petit, en étant ado, avec mes amis, quoi. Excellent. Et quand est-ce que tu as eu l'envie de toi-même écrire et de monter sur scène ? Mais c'est depuis très très longtemps, en fait. Oui, parce que déjà, écrire, c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Je crois que j'ai des rédactions de quand j'avais 4-5 ans où j'écrivais des histoires, je les ai retrouvées, elles étaient nulles et très drôles. Mais et dès qu'on avait un ordi à la maison, j'ai commencé à écrire des nouvelles dessus, des trucs très drama, où j'avais aucune documentation dessus, genre sur une enfant au Pérou et son condor. Et j'étais là genre, mais enfin Moana, pourquoi t'as écrit ça ? Tu n'y connais rien. Et donc, j'ai toujours adoré écrire et j'ai aussi toujours adoré faire des spectacles. Et donc, avec mes cousins, ça a commencé avec mon cousin Mathieu. On faisait des petits films ensemble et on faisait des petits spectacles à Noël. Ça nous occupait. Des fois, on les montrait aux parents qui trouvaient ça génial. Donc, on se disait qu'on était des génies, quoi. Il y a vraiment dans le fin fond de Dailymotion, j'espère que personne ne va jamais trouver, mais il y a des vidéos tellement cringe qu'elles en sont cultes, quoi. Je vais chercher. Oui, c'est impossible à trouver, il n'y a pas mon nom. Mais c'est des vidéos où on a fait un faux générique de série policière, trop bien. Un faux film policier en noir et blanc avec mon cousin, ma sœur qui est non-binaire, donc mon Adelph, et mon autre cousin, et punaise que c'est mauvais, mais c'est génial. Enfin, voilà, on avait un peu cette culture-là avec mes cousins, avec moi, d'écrire des choses et de les jouer. Et moi, j'ai voulu faire du théâtre depuis toute petite, tellement que quand j'avais 10 ans, c'est une histoire que j'aime bien raconter, j'ai créé un club de théâtre clandestin. Parce que je suis française et à mon collège, on n'avait pas le droit de faire du théâtre. Et donc avec des amis, on allait en secret dans le foyer du collège et on répétait une pièce de théâtre. Excellent. Et les pions venaient nous voir et disaient « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» on répète des didascalies. Du coup, ils nous laissaient tranquilles parce que c'était vraiment, on n'était pas en train de fumer de la weed, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai fait du théâtre de mes 10 ans à mes 20 ans. J'ai fait du théâtre pendant 10 ans, en fait. De manière, plein de théâtres très différents. Mais en tout cas, le théâtre et écrire, c'était des choses que j'adorais. Et j'ai aussi écrit un sketch un jour avec ma cousine. Parce que quand j'étais petite, mes cousines nous gardaient, elles avaient 7-8 ans de plus que nous, et elles venaient les étés, c'était la fête quand elles étaient là, et moi j'ai toujours énormément admiré mes deux grandes cousines, et aussi parce qu'elles avaient un truc très créatif, et avec ma cousine Ingrid, on a écrit un sketch ensemble du dictionnaire, où c'est un sketch où on était tombé sur une définition au hasard, c'était sphénodon. Et on avait regardé la définition et ça disait quelque chose genre attira. Et donc, le fait que la définition soit aussi un autre mot qu'on comprenait pas, ça nous a fait rire. Et on a fait tout un sketch là-dessus, quoi. Excellent. Et ça, vous l'avez joué devant un public ? On l'a lu, je crois. On l'a lu, ce sketch. Mais j'avais 8-9 ans, quoi. Et voilà. Et donc ça, je sais que... Moi, j'ai toujours su que je voulais être comédienne. Et c'était vraiment une grande passion à moi. Mais mes parents venaient pas du tout de ce milieu-là. Ah, oui. Moi, je viens d'une ville de campagne. Je viens d'un petit endroit où, genre, dans notre famille, il y a personne qui était dans ce milieu-là. Mes parents sont médecins, donc c'est pas du tout leur... Et donc, ma mère avait très, très peur que j'ai pas de carrière, parce que quand on sait pas ce que c'est que de vivre de l'art, on a très peur, parce qu'on a une image un peu... pas forcément vrai de ce que c'est que la réalité. Et en plus de ça, j'étais très bonne à l'école. Et en fait, ma mère a un peu fait la distinction, mes parents ont un peu fait la distinction entre ma sœur, mon Adelph, qui était beaucoup plus artistique que moi, entre guillemets. J'étais très artiste, mais ma sœur avait des facilités... Ellie avait des facilités en art, et moi j'avais des facilités à l'école, mais en fait j'avais aussi des facilités en art, et il y avait aussi des facilités à l'école, et du coup mes parents ont fait un peu une distinction de genre Ellie c'est l'artiste et Moana c'est l'intello, quoi. Et ma mère m'a un peu dit si tu veux
si tu veux faire du théâtre, on va pas t'empêcher de faire ça. Ou tu peux même aller à un internat à Lyon, au conservatoire de théâtre et tout ça. Mais faut que tu sois la meilleure, entre guillemets. Il faut que tu fasses de la comédie française ou je sais pas quoi. Et moi, à 14 ans, j'étais là genre, non, j'ai mes copains. Je m'entends hyper bien avec tout le monde. Je vais pas aller à Lyon faire le conservatoire ou faire la comédie française qui a l'air hyper dure. Et donc, c'est un peu un rêve que j'ai petit à petit laissé de côté. Je me suis dit, je vais être avocate. C'est un peu comme être comédienne, mais on défend des gens. Et puis après, j'ai fait Sciences Po et ça renouait quand même avec une partie de moi que j'aime beaucoup, qui est la partie politique et j'ai commencé à travailler dans le milieu des droits humains, dans le milieu de la lutte contre les discriminations de genre et la lutte contre le racisme et tout ça, la lutte des discriminations contre les personnes queer. Et donc, c'est des choses qui sont très très proches de moi, qui sont dans mes valeurs et qui m'ont permis de rencontrer des gens qui font partie de ma famille en fait maintenant. Mais j'avais toujours ce rêve qui était là, quoi. Qui est jamais vraiment parti parce que j'ai fait du théâtre. Et puis après, quand j'ai un peu voyagé pour mes études, j'ai un peu arrêté le théâtre. Mais quand je me suis posée à Bruxelles il y a 7-8 ans, là, j'ai commencé l'impro. Le théâtre d'impro. Ah ouais. C'est ce que je voulais faire depuis très longtemps, en fait. Parce que quand je faisais du théâtre, j'aimais bien le théâtre. Mais souvent, ça dépendait de ton prof et de ta metteuse en scène. Et si la personne était très drama, tu te retrouvais à faire des pièces très drama. Et moi, ce que j'adorais dans le théâtre, c'était la comédie. Ouais. Et c'était surtout ce qu'on faisait avant de faire du théâtre, à savoir de l'impro. Parce que quand tu commences le théâtre, t'as toujours des petites sessions avant où tu fais de l'impro. Et ça, c'est ce qui me faisait le plus rire. Et j'avais vu des gens faire de l'impro plusieurs fois et j'étais là genre, mais c'est des magiciens en fait, ces gens. Et donc je me suis dit, je vais commencer l'impro. Et pourquoi t'as attendu Bruxelles justement pour commencer? Parce que j'ai fait beaucoup de théâtre et que j'ai un peu atteint une limite à l'université quand j'avais 20 ans, justement parce que j'avais une prof de théâtre qui ne voulait pas faire de comédie. Et donc, on s'est retrouvés à faire une pièce qui s'appelait Willy Protagoras s'est enfermé dans les toilettes, qui était une métaphore sur la guerre et l'exil. Oh, quelqu'un a fait pipi. On est dans une buanderie. Je vais laisser le petit bruit. C'était une pièce qui était une métaphore sur la guerre et l'exil, et où à la fin, Willy Protagoras s'enduisait de caca. Bon, c'était pas censé être drôle, mais ça l'était un petit peu. Mais moi, je faisais pas de comédie là-dedans. Et en fait, je me suis un peu dit, j'ai envie de toujours faire de la comédie. Et c'est hyper dur de trouver des compagnies théâtrales qui font ça. Et en plus... Peut-être que Lola est sortie de son bain. Ou alors... Ah oui, c'est ça qui s'est passé. Mais on va sûrement entendre une petite fontaine derrière moi. Je suis désolée. C'est la baignoire qui se vide. On est dans une buanderie. Bref, c'est hyper glamour. Je me suis dit, en fait, ça existe pas, les troupes où il y a que de la comédie. Et en fait, là où il y en a, c'est en impro. Mais pendant 3-4 ans, j'ai voyagé tout le temps et surtout, j'ai voyagé pour mes études et pour mes stages dans des endroits pas francophones. Et donc, je me sentais pas forcément la légitimité et les épaules de faire de l'impro ou de commencer l'impro ou de faire du théâtre en anglais. Donc, j'ai arrêté. Mais quand je suis arrivée à Bruxelles, c'est là où je me suis posée. Et j'ai direct commencé l'impro sans savoir que Bruxelles est un des grands bastions. La Belgique, en général, est un grand bastion de l'impro francophone, quoi. Où il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impro à Bruxelles. Et comment tu t'es sentie quand t'as commencé l'impro ? Bah, comme à la maison, quoi. Je voulais commencer à une fédération qui s'appelle la FBIA, mais ils avaient pas de place pour les ateliers d'initiation. Donc, j'ai commencé dans une autre ligue qui s'appelle improvisation.be. Ça m'a permis de vraiment travailler ça. Et en fait, c'était une ligue qui fonctionnait d'une façon où tu faisais des ateliers entre débutants. Après, il y avait un espèce de championnat en huis clos. Et le sélectionneur te regardait et disait... Ok, je vais sélectionner ces quelques personnes pour monter en championnat. Et donc, après avoir fait mon premier huis clos, on m'a sélectionné pour monter en championnat. Et donc, j'ai fait du championnat avec eux pendant 1 an, je crois. Et quand j'ai commencé le championnat avec eux, je me suis inscrite aux ateliers d'initiation de la FBIA qui avait ouvert et il y avait de la place. Et là, j'ai créé on a créé à plusieurs une autre équipe d'impro. Et quand on a fait cette équipe d'impro, on a un de nos coachs d'impro qui s'appelle Valentin Delieu, qui est venu nous coacher et qui a repéré ce qu'on faisait. Et lui, il avait une équipe d'impro qui s'appelle la Croutons, qui était en championnat FBIA, donc pas improvisation.be. Et il nous a repéré, il a dit, venez faire des essais chez nous. Et avec quelques gens de cette équipe-là, on est rentré à la Croutons, qui est une équipe d'impro du championnat FBIA, voilà.
Trop bien. Et je suis dans cette équipe depuis 5 ans, je pense. Ah ouais. Maintenant. Et comment t'es passée alors au stand-up ? Je suis passée au stand-up parce que j'ai commencé à aller en voir pas mal. Parce que j'avais une amie, Léa Charlet, qui allait en voir pas mal. Et j'y allais avec elle. Et en fait, ça m'a tout de suite un peu renoué avec cet amour d'enfance qui était d'écrire et de déclamer ses textes, enfin d'écrire et d'être sur scène, quoi. Ça se rapprochait du théâtre et ça se rapprochait de faire rire aussi, l'essence de faire rire, ce que je retrouve dans l'impro. Mais là, c'était un exercice différent, mais qui me plaisait tout autant. Et quand j'ai commencé à regarder, à repérer des gens que je trouvais très drôles et aussi à repérer des choses qui m'embêtaient un peu, à un moment, je me suis dit, mais en fait, je crois que je pourrais le faire. En fait. Et donc, quand ça a commencé à germer, on traînait un petit peu dans le milieu de bruxellois, de l'humour, où on allait voir des spectacles et du coup, il y avait certains humoristes qui finissaient par repérer qui on était. Ah, oui. Dont Fanny Ruet, qui connaissait Léa et qui connaissait d'autres gens autour de moi. Et donc, après, il y a eu le confinement. Et le confinement, je crois, a déclenché beaucoup de choses chez les gens. Et moi, ça a déclenché. C'était dans tout un processus. J'étais aussi en train de suivre un livre qui s'appelle Libérer votre créativité, où on faisait les pages du matin, donc j'écrivais tous les matins. Et ça a débloqué un truc et je me suis dit, mais en fait, je vais écrire un premier sketch, en fait. Ah, trop bien. Un premier set. Et donc, j'ai écrit quelque chose et je savais exactement sur quoi je voulais écrire parce qu'il m'était arrivé un truc pendant le confinement qui était très drôle. C'est que j'avais rejoint un groupe Facebook pour donner des chats. Et les gens sur ce groupe étaient zinzin. Mais zinzin. C'était n'importe quoi. Et on en rigolait beaucoup avec mes colocs. Et j'ai dit, OK, je vais écrire là-dessus. Ouais. Et j'ai écrit quelque chose que j'ai fait relire à Fanny Ruet, qui m'a dit que c'était très drôle. Donc j'étais là genre, OK, validé, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et après, j'ai commencé à répéter ce sketch devant mes colocs. On avait tous les dimanches, je voulais pas le faire, mais tous les dimanches, ils me disaient, bah non, on a dit que tu le fais, moi là, c'est dimanche. Donc ils m'ont un peu forcé à répéter. Et en répétant, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y a une différence entre ce que t'écris et ce que tu dis. Pourquoi ce que tu dis à l'oral est plus fort est complètement différent de ce que tu dis, ce que tu fais à l'écrit. Et j'ai commencé à affiner. Et j'ai eu un produit final au bout d'un moment. Et puis, j'en avais un peu parlé à certains programmateurs que je voulais commencer. Et il y a Bilal de l'Open Mic et Rudy du What the Fun qui m'ont contacté en me disant il y a un créneau à l'Open Mic du Kings le 14 août 2021, on s'en souvient. Ouais. Et donc j'ai dit banco et je me suis inscrite, mais j'avais un mois avant et donc j'ai préparé ce truc-là avant mon premier truc sur scène. Je suis partie en vacances avec Marine du coup, qui va être interviewée par Compose, ou qui est interviewée, je ne sais pas dans quel ordre ça va sortir. Ouais. Et Marine, c'est très marrant. En fait, il s'est passé un truc très marrant parce que ça a été... Je retourne un peu en arrière. Ouais. En fait, avec Lola, Marine et moi, on s'est un peu influencés en cascade pour faire du stand-up. Parce que moi, en plus de vouloir me lancer, je me sentais pas hyper légitime. Et Lola a dit, moi, j'ai envie de créer un groupe Facebook de meufs qui veulent se lancer dans le stand-up. Meufs et minorités de genre. Et donc, elle m'en a parlé à moi, elle m'a envoyé des vocaux parce qu'on traînait un tout petit peu ensemble via Léa, qui traînait aussi avec Marine. En fait, c'est Léa qui nous a fait nous rencontrer toutes les trois. Et donc, elle m'a dit, vas-y, je vais créer ce groupe et on va faire des petites séances d'écriture pendant le confinement sur Zoom. Et donc, j'ai fait des séances d'écriture et dans ces séances d'écriture, il y avait aussi Fanny et Lisa Delmoitier. Et donc, mais Lola, qui avait déjà un peu commencé le stand-up, m'a un peu aidée à me sentir légitime à commencer. Et puis après, je suis partie en vacances avec Marine, qui voulait écrire depuis très très longtemps et qui avait un carnet où elle écrivait des trucs, mais qui n'avait jamais osé. Je lui ai dit, écoute, là, pendant mes vacances, il y a des potes à moi qui viennent, je vais leur faire mon sketch pour voir ce qu'ils en pensent, écris un truc, et si tu veux, tu leur fais aussi. Et elle m'a dit, non. Et puis j'ai fait, mais tu sais quoi, écris, on s'en fout, écris. Elle a écrit un truc. Après, elle a dit, non, mais je vais pas le lire et tout, c'est nul et tout. Et j'ai dit, lis, on s'en fout. J'ai fait mon sketch, mes potes étaient hyper bienveillants, je crois que ça a mis Marine en confiance. Elle a lu son texte, ils ont adoré. Et elle a dit, OK, je m'inscris pour l'open mic aussi. Ouais, c'est génial. Et donc, ça a fait une cascade. Ouais, c'est clair. Et donc tu le disais, t'as commencé sur un open mic. Est-ce que ça t'a aidé du coup d'avoir déjà l'impro, le théâtre derrière toi pour être moins stressé sur scène aussi ? Alors, oui et non.
Mais pour ma première scène, c'est un peu différent parce que ça a été un état de grâce, ma première scène. Elle était incroyable. Mais toutes mes quelques premières scènes se sont très bien passées. Puis après, j'ai rencontré des difficultés parce qu'en fait, le stand-up, c'est pas du tout facile. Ouais. Et oui, je crois qu'il y a eu des facilités à être sur scène, à parler, à prendre de l'espace, à ne pas avoir peur d'être dans le spotlight. Ça, c'est sûr. Mais, donc des facilités là-dessus, mais je crois des difficultés parce que l'impro, c'est vraiment un art où c'est l'inverse du par cœur. On parle et moi, apprendre par cœur des textes, je l'avais pas fait depuis longtemps. Et j'avais une façon de déclamer qui était très théâtrale, en fait. Ah oui. Ce qui, dans le stand-up, fonctionne moins parce que le stand-up, c'est un art où il n'y a pas de quatrième mur, donc on s'adresse au public et où donc, c'est quand même beaucoup plus conseillé d'avoir une façon plus familière. Après, chacun trouve sa patte, mais en tout cas, d'avoir une façon de s'adresser aux gens qui n'est pas... où les gens doivent sentir qu'il n'y a pas une distance entre nous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à faire descendre et que je travaille encore, en fait. Parce que moi, je viens pas de moi, j'ai plus une formation théâtre et impro où c'est complètement différent. Mais, et donc, après ça, quand t'as commencé, t'as fait ta première scène et t'as parlé des moments plus difficiles, c'était pour quelle raison? Enfin, t'as pris des bides ou... Alors, en fait, moi, j'ai eu un trajet qui a été particulier. Non, tout le monde a des trajets spécifiques. Mais quand j'ai commencé, ça a décollé. Ouais. Vraiment. J'ai fait ma première scène. Ça a cartonné. Je suis descendue de là. J'étais là genre, en fait, je veux faire ça toute ma vie. Ah, c'est trop gay. Et je crois que je veux vraiment faire ça. Je me suis vraiment dit, ça y est, je vais faire ça, quoi. Il y a tout de suite un humoriste, Sacha Ferra, qui m'a proposé de faire sa première partie en m'ayant vu. Il y a un autre humoriste qui m'a dit viens faire des plateaux chez moi et tout. Et ma première scène s'est très bien passée et du coup on m'a invité à d'autres scènes j'ai eu mes 5-6 premières scènes qui se sont très bien passées. J'ai enregistré une vidéo que j'ai envoyée à un concours qui s'appelle C'est le vous rire à Liège. Et donc j'ai été prise au tremplin de la scène ouverte alors que j'avais 5 scènes dans les pattes, quoi. C'est énorme. Ce qui était pas une erreur, mais je le referais pas. Parce que après, je me suis retrouvée sur scène dans des conditions où j'avais une loge, où j'étais maquillée, où ça passait à la télé. Et en fait, j'avais pas l'expérience pour faire une telle scène. Et j'étais avec des géants. Enfin, c'est Dena qui a gagné. Enfin, c'est pas comparable, quoi. Ouais. Moi, enfin, j'adore Dena. J'adore Dena. Et Dena, c'est vraiment elle était à ce moment-là déjà bien accomplie, en tout cas bien confirmée. Oui, alors que t'avais fait 5 scènes. Alors que moi, j'avais 5 scènes, quoi. 6, 7. Enfin, c'était ma 8e scène. Enfin, voilà. Et donc ça, je crois que ça m'a un peu refait descendre où j'étais là, ah oui, ça va être compliqué parce que le public était pas hyper chaud. Et parce que j'étais un peu parce que c'était ça. Et puis donc en fait ça a été un premier coup où je me suis dit mais en fait ça va être dur, mais en fait c'était bien, je crois, parce que moi je suis quelqu'un qui a toujours eu des facilités. Et quand on a des facilités, on sait pas ce que c'est que de travailler dur pour avoir ce qu'on veut. En tout cas, moi à l'école ça a toujours été très simple, entre gros guillemets. Je travaillais, au bout d'un moment il fallait travailler, mais voilà, enfin, et les trucs où j'y arrivais pas trop, j'arrêtais parce que je me disais c'était pas fait pour moi. Et ce qui est nul en fait, parce que et le stand-up, et on partage ça beaucoup avec Lola et Marine, je crois. C'est l'une des premières choses où je sens qu'il faut que je travaille pour vraiment m'améliorer, mais où je m'arrête pas parce que j'ai très envie de m'améliorer en fait, et que c'est hyper excitant de se dire il y a tellement de choses où je suis au tout début en fait, et il y a tellement de choses que je dois maîtriser, et surtout le stand-up. C'est une discipline qui s'apprend en faisant. Et donc, j'ai appris petit à petit et je suis encore vraiment en apprentissage, et je sais que ce que je fais maintenant n'a rien à voir avec ce que je faisais il y a 2 ans, mais je sais que dans 2 ans, je serai complètement différente aussi. Et donc, j'apprends à me détendre, par exemple, avant les scènes, parce que mon anxiété, j'ai beaucoup d'anxiété, et ça a toujours été comme un moteur dans ce que je faisais. J'avais des grands moments d'anxiété, et alors je travaillais 2 jours d'affilée et je faisais mon blocus et j'écrivais ma disserte, et comme je procrastinais et que je faisais tout au dernier moment avec mon anxiété, j'ultra performais et j'avais des bonnes notes. Mais là, l'anxiété, ça ne marche pas dans le stand-up parce que je me retrouve seule sur scène et le public voit tout. Et en plus, moi, je suis très expressive. C'est ma
It's a blessing and a curse. C'est à la fois une des choses que j'ai très envie de cultiver parce que c'est ce qui fait beaucoup rire les gens sur scène, mes mimiques. Mais c'est aussi que ça se voit quand j'ai le moindre doute ou quand je suis mal à l'aise, les gens le voient très fort. Et donc, ils rigolent moins parce qu'ils sont en empathie et qu'ils se disent « Oula, ça se passe pas très bien ». Et donc, j'ai vraiment dû apprendre à gérer un stress qui me paralysait. J'ai fait de l'hypnose pour ça. Oui, j'allais te demander comment t'as travaillé ça. On en a parlé avec ma psy qui m'a dit « Je pense que pour toi, l'hypnose, ça pourrait très bien marcher. » Et ça a hyper bien marché. Je pense que je vais devoir refaire quelques séances, mais ça a hyper bien marché. Et là, en ce moment, je suis aussi en train de trouver une façon de pas avoir de stress qui est de pas me dire « Ah, c'est une scène. » Et donc il faut que je me mette en condition, et donc avant de monter d'être toute tendue et parce qu'en fait parce que je me disais avant, si je fais ça je vais être bien, je vais être à fond et les gens vont voir et tout, mais en fait ça me bloque plutôt que ça me booste. Et donc maintenant j'essaye à chaque scène de me dire on s'en fout, c'est une scène. Et en fait ça marche beaucoup mieux. Voilà, donc il y a le stress sur lequel que j'apprivoise. Il y a l'écriture aussi que je muscle, parce que moi j'ai un humour qui est plutôt absurde mais quand même assez littéraire. J'aime beaucoup bien choisir les mots. Par exemple, ce que j'admire chez Marina Rollman, qui est l'une de mes humoristes préférées, c'est que elle est chirurgicale dans les mots qu'elle choisit. Elle a une précision, et le fait que ce mot soit employé plutôt qu'un autre, crée une image très très drôle. Et donc moi c'est quelque chose que j'aime bien aussi. J'aime bien très bien choisir mes mots, mais parfois ça dessert l'efficacité du texte. Et moi du coup j'ai souvent tendance à trop expliquer les choses, et il faut encore que j'arrive à écrémer des choses. Et en plus j'aime bien écrire sur des choses qui sont très absurdes, et donc il faut que les gens rentrent avec moi dans mon écriture. Et du coup, ça c'est un truc aussi que je suis en train d'apprendre à faire, en affinant certains de mes... Par exemple, je considère que j'ai aucun de mes sets qui est fini, quoi. Je me dis pas, celui-là c'est bon, il va jamais changer. Non. Tu le fais tout le temps progresser. J'essaye toujours d'affiner, même si c'est une phrase, même si c'est une façon de délivrer les choses, je me dis, ok, peut-être que si je fais ça comme ça va peut-être être mieux. Ce qui est pas mal, parce que du coup ça permet de pas s'ennuyer de ce qu'on fait, parce que quand on répète 12 fois la même chose, moi comme je fais de l'impro, c'est l'inverse, et du coup je me dis ouais ok et donc si tu te dis ok je vais monter sur scène pour parler de ce truc, mais je vais essayer de le faire dans cette optique là, et ben ça aide à changer. Donc voilà, donc dans l'écriture, dans le stress et dans le delivery comme on dit, donc dans la façon de dire les choses, j'essaye de plus en plus de un peu plus naturalisé, mais deux aussi me déstresser sur le fait que je suis pas une stand-upeuse classique, entre gros guillemets. Je vais pas parler aux gens comme si c'était mes potes. C'est pas en fait, je fais pas ça moi. Je suis un peu une espèce de semi-troubadour qui a l'air un peu bourré mais qui est sympa, quoi. Non, j'ai pas l'air bourré mais j'ai l'air un peu surexcitée, quoi. Et j'ai un peu un truc un peu théâtral, oui, et je l'ai accepté maintenant. Voilà. Mais en essayant quand même d'être un peu plus proche du public, mais j'ai accepté que par exemple, j'accepte de plus en plus que je fonctionne pas dans un after work où le son est pas bon, et où je suis la première à passer. Il y a très peu de chances que les gens rentrent dans ce que je fais, parce que ce que je fais va pas forcément les faire rentrer dedans. C'est pas du stand-up classique, quoi. Et c'est ok. C'est ok. Je me rends compte, par exemple, que je fonctionne très bien sur des scènes qui sont plus des scènes théâtre. Et voilà. Mais c'est gay, en fait, parce que même si ça a été difficile, tout ce que t'as fait, ça t'a permis de tester les choses et de mieux te connaître, mieux connaître la façon dont tu fonctionnes, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et à me découvrir, et je suis encore en train de me découvrir en tant qu'artiste. Et c'est trop bien, parce en fait, c'est génial de se dire qu'il y a un immense chemin à parcourir. Le chemin, on a tenu la distance. Kyo, ils reviennent. On va aller les voir en concert. Bref. Oui, il y a encore énormément de chemin, et c'est ça qui est je trouve ça hyper excitant, en fait. En fait, quand j'ai découvert le stand-up, ça m'a submergée. C'était comme un grand amour. Ça m'a submergée parce que j'étais là. Mais il y a tellement de choses à découvrir et à faire, et je suis en train d'ouvrir une immense porte, et il y avait c'était génial, quoi, de se dire ça. Après, c'est devenu un amour un peu toxique, et que là je suis en train d'assainir,
parce que c'est des hauts et des bas en permanence. Et aussi, moi, je fonctionne beaucoup par phase. Donc, j'ai des phases où je cartonne, où genre, je vais sur scène et je vais enchaîner des scènes où ça se passe très bien. J'ai des phases où c'est moyen. J'ai plus trop d'énormes bides. Ça, j'ai plus. J'en ai eu quelques-uns. J'ai eu des tunnels, ça, c'est sûr. Comme tout le monde. Et c'était affreux. Et tout le monde dit, ouais, les bides, t'en fais, puis après t'apprends et tout. Ouais, mais moi j'aimerais ne pas en vivre autant que ça. Enfin, j'en ai pas vécu énormément, mais en fait ça reste quelque chose qui est très dur à vivre, qui apprend et tout ça. Maintenant, j'ai pas appris à mieux les vivre, mais j'ai appris à les gérer. C'est-à-dire que si je sens que ça ne fonctionne pas, je vais plus me décomposer. Je vais faire comme si tout le monde s'amusait bien et je vais continuer. Puis après, je vais descendre de scène et je vais faire Hello darkness, my old friend. Mais ça va être de moins en moins visible sur scène que je suis en train de me décomposer à l'intérieur. Mais en fait, effectivement, oui, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Et surtout, c'est tellement aléatoire. C'est-à-dire que tu penses avoir trouvé quelque chose. Tu te dis, moi, il y a eu un moment, genre, j'ai par exemple enchaîné des scènes au printemps où mon delivery, donc la façon dont je faisais mes sketchs, fonctionnait hyper bien. Hyper bien. Et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé. Et puis, allez, 2 semaines plus tard, non. Et en fait, c'est parce qu'il y a tellement de paramètres que c'est impossible de tous les connaître même. Il y a comment tu te sens, qui passait avant toi, comment le public est, mais pas forcément... Moi, je me dis que c'est vraiment très rarement la faute du public. C'est à l'humoriste d'amener le public avec soi. Mais quelle est la sensibilité du public ? Parce qu'il y a des publics avec qui ça fonctionne moins. Il y a le son fonctionne bien, si c'est une bonne journée enfin, il y a tellement de paramètres que c'est aléatoire, en fait. Ça le devient de moins en moins. Plus on trouve des façons de rendre ce qu'on fait efficace, moins il y a d'aléatoire, mais il y en a quand même, en fait. Et du coup, comme le stand-up, c'est quelque chose où on donne beaucoup de soi. Moi, j'ai pas un humour forcément de... Je vais pas faire ma thérapie trop sur scène. En tout cas, je vais pas parler des choses les plus dark qui m'arrivent, forcément. Parce que pour l'instant, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Ça pourrait arriver, je pense. Peut-être que s'il m'arrive quelque chose de très dur, j'aurais besoin d'en parler sur scène. Mais c'est plus... Moi, ce qui me drive, je suis désolée, j'ai utilisé un mot anglais comme une start-upeuse de merde, mais ce qui me drive, c'est la joie. En fait, c'est de créer et partager de la joie. En fait, c'est la joie et le partage. Je suis chrétienne. Non, mais vraiment, moi, ce qui me porte dans le stand-up, c'est créer de la joie et la diffuser, en fait. Et donc du coup je vais pas faire des textes qui vont être énormément sur mes plus grandes failles, mais je donne quand même de moi. Et du coup, quand ça se passe pas bien, ben c'est difficile de faire la différence entre ce que tu donnes et qui tu es, quoi, parce que c'est toi qu'ils ont vu sur scène. Et donc il y a forcément toujours une remise en cause. Et moi, il y a des petites voix dans ma tête en permanence qui me disent t'es pas assez bonne, t'es pas assez bonne. Et parfois, je me dis non, en fait, t'as le niveau et c'est génial. Et après, les petites voix reviennent et voilà, il faut les gérer, quoi. Faut les gérer surtout quand il y a des personnes dans le milieu qui sont pas forcément très bienveillantes. Il y en a beaucoup qui sont super et il y en a beaucoup qui croient en moi, en nous, en fin de soirée. Enfin, je veux dire... je me suis liée d'amitié, ou en tout cas d'amitié créative, ou en tout cas, on a des bonnes relations. C'est pas de l'amitié, mais je sais pas ce que c'est. C'est génial, quoi, c'est super. Mais on admire et on est en bonne relation créative avec des gens trop cool. Comme InnoJP, par exemple, comme Tani, qui va venir dans notre jacuzzi. Après, j'aurais jamais pensé dire ça. On est dans une maison à Avignon. Et Tani va venir dans notre jacuzzi, ça va être super. Mais non, mais comme Tani, comme Lou Trottignon, comme Dena, comme Fanny Ruet, genre il y a des gens du milieu qui nous soutiennent et c'est trop cool et ça aide vachement à avancer, surtout que c'est des gens que j'admire. Et puis c'est un milieu qui est quand même un milieu d'égo et de parfois un peu de masculinité toxique et du coup ça c'est pas facile à gérer quand ça peut arriver. Ça n'arrive pas beaucoup
Ça arrive pas beaucoup. Ça arrive, par contre. D'ailleurs, tu l'as mis sur ton Instagram qu'à un moment, t'as même hésité à arrêter le stand-up à cause du sexisme dans le milieu, quoi. Ouais, c'était pas une personne en particulier, quoique il y a pu y avoir des choses, mais c'était plus un état d'esprit, en fait, qui n'était pas volontaire, je pense, du tout, et qui était pas dans le but d'exclure. Je crois que ça se voulait pas du tout excluant, mais de fait, ça l'était parfois. Parce que c'est un monde d'hommes et en fait, le boys club, ça se crée très facilement. Et même si, je rappelle, c'est pas volontaire, moi, l'ambiance en coulisses on se compare nos pénis métaphoriques de qui a fait quoi et qui est le plus successful. J'ai encore dit un mot anglais, je suis une connasse. Ça m'intéresse pas du tout, en fait. Ouais. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas qu'on dise ouais, je connais machin, et toi t'as fait quoi, et toi tu vas faire quoi, et waouh. C'est pas du tout ça ça m'intéresse pas. Et puis il y a le côté les programmateurs sont des hommes avec des biais d'hommes blancs ou pas, mais souvent blancs, et du coup c'est ok, c'est complètement ok, mais du coup ils vont parfois pas avoir la même sensibilité que certaines personnes, et ils vont pas forcément voir des pépites. Et je parle pas forcément de moi, mais je parle d'autres meufs humoristes, parce que moi je pense aussi, vraiment, sincèrement, que les meufs sont pas dans les bonnes conditions parfois. Et c'est pour ça qu'on a créé avec Marine, Lola, Hortense de Guélinck, qui est une personne formidable, que j'adore, et Céline Scoyer, qui est une personne formidable. On a créé un collectif qui s'appelle l'Atout Comedy Club. Ouais. Mais on l'a créé parce qu'on en avait besoin. Moi, c'est ce que j'ai dit dans mon post Instagram. J'avais besoin de sororité, en fait. J'avais besoin de solidarité entre meufs. J'avais besoin que ce soit une ambiance un peu différente. Et attention, parce qu'il y a des ambiances où c'est des mecs et où c'est aussi hyper bienveillant et c'est aussi hyper chouette. C'est pas toujours ça. Ouais. Mais je sais que ça, on allait forcément toujours le retrouver dans ce qu'on allait faire. Ça allait pas être aléatoire. Et on a créé ça, pour mettre les meufs en confiance. Et du coup, c'est hyper important pour nous. Pour moi, en fait, en tant que MC, c'est la base. J'ai hyper envie que les humoristes qui vont monter sur scène se sentent bien. C'est la première chose. J'ai envie de créer une ambiance qui est safe, en tout cas safer, le plus safe possible, festive, joyeuse, et où on se soutient les unes les autres. Et alors, la première scène qu'on a fait comme ça, c'était un feu d'artifice. Ah, génial. C'était génial. Et tout le monde a surcartonné. Parce qu'il y avait une exaltation, parce ça se sentait qu'on se soutenait les unes les autres, parce que ça se sentait qu'on était là pour se porter les unes les autres et pas se comparer, en fait. Et parce que c'était une fête. Et en fait, quand le public voit qu'entre nous, on s'amuse, on se soutient, on s'aime, et ben il kiffe. Parce qu'il est venu là pour passer un bon moment, il n'est pas venu là pour juger ce qui se passe normalement. Majoritairement, les gens qui vont voir de l'humour, après, il y en a qui peuvent se dire « fais-moi rire, saltimbanque », mais beaucoup de gens vont voir un spectacle d'humour parce qu'ils se disent « j'ai envie de passer une bonne soirée », en fait. Et donc, ça fait partie intégrante. Pour moi, ça fait partie intégrante comment ça se passe avant la scène. Et je crois que le féminisme aide à ça aussi, à changer cette culture-là. Voilà. T'es fière d'avoir lancé ce projet ? Trop fière. Je suis trop fière parce que c'est un projet qui mélange tout ce que j'aime en fait. C'est la question de la joie et du partage, c'est féministe, on essaye. Ça l'est pas encore parce que toutes les meufs de l'organisation sont pour l'instant blanches, mais on réfléchit à élargir et on réfléchit à intégrer plus de personnes racisées, en général à intégrer plus de gens dans l'Atout qui viennent de plein de milieux différents. Mais en tout cas, on essaye que ce soit intersectionnel parce on fait attention à tout en fait, on fait attention à la représentation en général. Ouais. Et là, il y a toujours à améliorer, ça c'est sûr. Mais donc ça inclut le féminisme, la joie, le partage, et ça inclut la créativité, et parce que aussi ce qu'on fait, il y a des choses qui diffèrent complètement de ce qui se fait dans des plateaux classiques. Par exemple, on a un gala qu'on fait à Los Amoal, et là on a des ventes aux enchères dans le gala, et qui sont des ventes aux enchères rigolotes, où Hortense, qui n'est pas stand-upeuse, mais qui est improvisatrice et qui est drôle, Hortense, drôle, c'est qui elle est, vend des objets un peu insolites aux enchères pour financer l'Atout. Et c'est un
c'est un succès de ouf, ce truc. Tellement un succès que Lou Trottignon est venu nous voir pour jouer chez nous et nous a dit écoutez, je vais vous inviter à la Meet-up. Et on va, si vous venez à la Meet-up, donc c'est la scène de Lou Trottignon, c'est la scène de stand-up à la Mutualité, c'est une scène queer. Mais si vous venez, vous vous amenez Hortense et on fait la venteuse en chair parce que c'est trop bien. Ouais, trop bien. Et donc on a aussi de l'originalité et tout ça se combine et c'est trop bien. Et aussi, les scènes de la Toupe, pour l'instant, Inch'Allah, je touche du bois. Inch'Allah, pardon, je suis pas, oh là là, que Dieu le veuille. Pourquoi j'ai dit ça ? Bon bref, je touche du bois. Tu touches du doigt du bois. Je touche du doigt du bois. Pour l'instant, ça marche très bien. Mm-hmm. Nos plateaux sont sold out en 24 heures. Les galas, ça se passe hyper bien. Beaucoup de gens viennent nous voir pour nous proposer des collabs. Donc je pense qu'on fait quelque chose bien quand même, et que on en a besoin en fait. Ouais, et surtout que ça démocratise et que ça ouvre le stand-up à des gens qui ne vont pas voir de stand-up parce qu'ils ont peur de se faire insulter pour qui ils sont en fait. Et il y a beaucoup de gens qui nous parlent et qui nous disent moi je suis allée voir du stand-up mais en fait j'ai pas aimé parce que c'était des gars qui disaient des trucs hyper blessants ou hyper insultants pour qui je suis. En fait moi ça me fait pas vraiment, moi les phrases racistes, les phrases sexistes, ça me fait pas rire, donc je vais plus voir du stand-up parce que ça n'arrive pas toujours, ça c'est sûr et certain, et je trouve que le stand-up belge est quand même fort préservé de ça, même s'il y a des problèmes comme partout. Et puis le milieu de l'humour est quand même un milieu assez oppressif, mais quand même il y a un risque, si on va voir un plateau de stand-up, d'entendre des gens dire des horreurs ou d'entendre des gens dire des choses qui vont faire rire tout le public et t'es là genre mais ils sont en train de rigoler de qui je suis. Et nous ça on essaye de l'éviter au maximum. Ça veut pas dire qu'on relie ce que disent les humoristes. On n'a pas le droit de regard, et parce que c'est la liberté créative, mais on fait un petit disclaimer. On dit, voilà, nous, on n'accepte pas les propos racistes, validistes, sexistes. Voilà, c'est pour dire que c'est une scène qui se veut safer, donc voilà. Et donc, on attire un public qui n'irait pas forcément voir du stand-up. Et ça, c'est chouette aussi. Et vous avez ces retours-là, des gens qu'on vous dit, en fait, on est venu ici parce qu'on sait que on ne se sentira pas blessé. En fait, les gens nous disent, j'avais pas envie de voir du stand-up, mais là, je suis venue et c'est trop bien parce que c'est, je me sens bien, quoi, en voyant. Et on veut que tout le monde se sente bien, en fait. C'est très important pour nous que les humoristes se sentent bien, mais c'est très important que le public se sente bien aussi. Et il se sent bien, à mon avis, je pense, parce qu'il revient. Trop bien. Voilà. Et tu parlais pas mal de donc Lola Destienne et Marine Sergent. À trois, vous avez créé Fin de soirée. Pourquoi vous avez eu cette envie de faire un spectacle toutes les trois ? En fait, avec Marine et Lola, donc on avait une amie en commun qui est Léa, qui nous a un peu présenté, et donc on n'était pas amis à la base, on était connaissances, mais le stand-up nous a vraiment fort rapprochés, quoi. Et on s'est rendu compte que on se faisait beaucoup rire les unes les autres, et que quand on était ensemble, c'était trop bien, et que surtout, ce soutien dont on parlait, où parfois le milieu pouvait être compliqué, on le trouvait ensemble, en fait. Et puis, du coup, on a commencé à... En fait, on est aussi très complémentaires, je crois, parce que dans notre approche et dans notre rapport au milieu du stand-up, parce que Marine vient de la production, donc elle connaît... Elle a un œil production, mais elle connaît aussi très bien le milieu, surtout le milieu parisien en fait, mais le milieu belge aussi. Lola fait de la com, et donc elle a un œil communication qui est très cool, et moi je fais de la coordination de projets et de l'événementiel, et donc j'ai aussi ce côté-là qui fait que, enfin de l'événementiel, j'organise des conférences, mais c'est pareil, j'ai ce côté un petit peu de coordonner, de rassembler et de tout ça. Et on s'est rendu compte qu'on était hyper complémentaires dans ce qu'on connaissait en dehors du stand-up pur, et qu'ensemble on fonctionnait bien et qu'on se faisait beaucoup rire. Et à un moment on s'est dit, une des façons où les gens commencent à faire des choses plus grandes, c'est des 3x20 ou des choses plus longues, donc 3 fois 20 minutes. Et on a fait notre premier 3x20 à Paris, parce que une humoriste a rencardé Marine et lui a dit, viens, j'ai dit aux gens que vous étiez super, donc venez faire un 3x20 au Jardin Sauvage. Et on a fait un 3x20 au Jardin Sauvage à Paris, et c'était génial. Et on a passé c'était en mai,
2022. On a passé 4-5 jours ensemble et c'était génial et ça fonctionnait hyper bien. Et on s'est dit, il faut qu'on le refasse. On va demander à le faire au Kings of Comedy Club. Et on l'a fait au Kings, notre 3x20, et c'était une soirée incroyable. Et à ce moment-là, Lola avait un agent, Damien Resta, qui l'avait vu sur une scène à Liège et qui lui a dit voilà, je suis normalement agent de musique, mais là j'ai envie d'ouvrir sur l'humour et comme je commence, j'ai envie de commencer avec des gens en construction comme moi, et donc toi ça me paraît être une très bonne personne pour commencer. Et donc Damien est venu nous voir à notre spectacle et tout ça, et puis on a commencé à en discuter avec Marine et Lola, et on s'est dit, et Marine a dit que Damien serait chaud pour être l'agent du spectacle en fait. Et là, on a commencé à réfléchir, à se dire, mais si on faisait pas un 3x20 classique, parce qu'en fait, on a aussi pas des humours forcément classiques, et en fait, on a envie de... Notre trio est tellement chouette et singulier, et il y a tellement une complémentarité dans comment on fonctionne, on aurait peut-être envie d'en faire un peu plus qu'un 3x20. Et donc là, on s'est dit, on va l'appeler Fin de soirée, et on va organiser une petite résidence à la mer pour réfléchir, et on va mettre de la musique parce qu'on a ça en commun. Et on a petit à petit construit ce qu'est maintenant la V1 de Fin de soirée, qui a été plutôt un succès. On a eu une date par mois au Kings of Comedy Club. Quand c'était à 20h, on était sold out. Quand c'était à 22h30, on était plutôt rempli quand même. C'était pas genre... Des fois, c'était quasi complet. Et des fois, la jauge était compliquée. Mais quand même, on n'a jamais été annulé. Et quand même, en fait, pour l'horaire, je crois que c'était quand même un très bon indicateur que les gens aimaient bien ce qu'on faisait, quoi. Surtout, l'indicateur, c'était que quand c'était à 20h, on a vraiment pas énormément, genre, on n'est pas Beyoncé, mais on a quand même beaucoup de gens qui nous ont dit, on peut avoir des invités et tout, et on pouvait pas, parce qu'on était méga sold out, quoi. Et donc là, on rempile pour une nouvelle saison au Kings of Comedy Club. Et on est en train de travailler pour peut-être remodeler complètement le spectacle pour que parce que ça reste quand même un spectacle avec 3 gros blocs de 20 minutes et des interactions entre nous quand même. Et on va travailler à rendre le spectacle comme une entité propre. Et ça change quoi d'écrire à 3, de travailler à 3 comme ça sur un même spectacle? C'est trop bien. On fonctionne bien, je pense, à 3. Parce que on fonctionne en se faisant rire et en imaginant des trucs ensemble en soirée, en fait. Et donc, par exemple, on a une de nos chansons qui a été vraiment inventée à la première scène de la Tout Comedy Club quand on attendait dehors. Et notre chanson s'appelle... Je sais pas si je peux le dire au micro. Ça s'appelle Branle un pote à Pyongyang. C'est un tube. Et donc, cette chanson-là a été inventée comme ça. Et puis après, les autres chansons, quand on a écrit ensemble, c'était plus, on rigolait et ça fusait, et voilà. Et d'ailleurs, la personne qui nous aide à remodeler le spectacle, qui nous a aidé une première fois, qui va, on l'espère, nous aider encore, c'est Alexandra Henry, à remodeler le spectacle, nous a donné des devoirs pour remodeler le spectacle, et les devoirs, c'est faire la fête et s'enregistrer. Il y a pire comme devoir. Oui, ça va. Il y a pire comme devoir, parce que... les idées qu'on a viennent souvent quand on est en toutes les 3 et qu'on s'amuse, quoi. Trop bien. Voilà. Et ça vous faisait pas peur au début d'être amis, et aussi de bosser ensemble? Si. Mais en fait, je crois que ça continue d'être quelque chose qu'on garde en tête. Parce qu'effectivement, ça mêle fort le personnel et le professionnel. Ce qu'on a mis en place, c'est qu'il faut qu'on refasse d'ailleurs, qui a été un peu avec l'été... mis de côté, mais on va le remettre en place, c'est qu'on se fait des check-in un check-in par mois, où on se voit toutes les 3 et on fait pas de stand-up ou quoi, mais où on parle de fin de soirée ensemble, et de nous et de notre relation à 3, pour voir s'il y a des choses des frustrations ou des choses à affiner dans la gestion de fin de soirée, mais aussi dans nos relations entre nous, quoi. Et ça, c'est très bien. Ouais, c'est trop bien. Parce que du coup, ça nous permet s'il y a des frustrations qui montent, de les exprimer et en fait de les gérer. Parce que quand même, ce qu'on a en commun, c'est qu'on s'aime très fort et on n'a pas du tout envie de se faire du mal. Et donc, s'il y a des choses qui sont dites, on essaye de travailler dessus.
C'est hyper chouette. Tu t'imaginais un jour, déjà monter sur scène pour du stand-up, mais après t'associer avec d'autres stand-upeuses pour créer la Tout Comedy Club, pour créer un spectacle aussi? Tu t'attendais à ce que tout ça naisse? Jamais. En fait, ce qui est génial, si je regardais la Moana de 20 ans, je lui dirais, mais t'es en train de vivre un rêve. Et même un rêve que t'aurais pas imaginé. Parce que moi, je sais que... Parce qu'en plus, ça mêle la collectivité, l'humour et le féminisme. Et donc, c'est vrai, mes 3 mots bref. Avec, je sais pas, rhubarbe, c'est pas vrai. J'ai dit un mot au hasard. Parce qu'en fait, moi, je suis un peu en questionnement sur à quoi va ressembler mon spectacle personnel. Parce que, j'ai ce truc de mon identité en tant que humoriste, qui n'est pas du stand-up classique. Et alors, qu'est-ce que j'en fais et comment je travaille dessus pour que ça me ressemble et que j'adore ce que je fais plutôt que d'essayer de jouer à la stand-upeuse. Ça, c'est un premier truc. Et le deuxième, c'est que je fais rarement des choses en solitaire, en fait. Et en fait, fin de soirée, c'est un peu un ovni, je crois, dans le monde de l'humour, de 3 stand-upeuses qui s'associent pour faire un truc qui ne sont pas des sketchs, mais qui est du stand-up à 3, en fait. Mais ça me ressemble aussi. Parce que j'adore la collectivité. Ce que j'adore dans l'impro, qui pour moi est un art de la comédie qui est génial, un art comique qui est génial, mais l'impro, ce que j'aime fondamentalement, c'est que c'est un art de groupe. C'est que tu construis des scènes et des histoires avec les gens. Et ça marche très bien quand tu connectes avec les gens. Et donc, le fait d'avoir réussi... sans comprendre trop comment, par nécessité en fait, personnelle et artistique, à créer ça, je suis trop contente. Trop gai. Je suis trop contente. Oui, et du coup, vu que t'es souvent dans des collectivités, qu'ici il y a fin de soirée aussi, ça doit être difficile parfois de garder ton identité propre en tant qu'artiste et que justement on vous associe pas toutes les 3 tout le temps, quoi. Oui, effectivement, on nous associe toutes les 3, mais je crois que moi, j'aime beaucoup, en fait. Je crois que c'est vraiment une force qu'on a, le fait qu'on soit un trio. Et je trouve ça génial, en fait, que les gens se disent « Ah, c'est Moana, Marine et Lola ». Parce que, pour moi, c'est une singularité dans le milieu et c'est une force. Donc là-dessus, je trouve ça super cool. Et en plus, quand on crée ensemble, c'est débile, ce qu'on fait. C'est pas complètement con, hein, mais c'est quand même parfois un peu débile. Et j'adore ce qu'on crée à 3. Mais je crois que dans notre groupe, on a chacune notre singularité et que c'est assez identifiable, en fait. Moi, je dirais que Marine a quelque chose de... Marine, je l'admire hyper fort pour l'empathie qu'elle crée dans le public, la sympathie qu'elle crée dans le public, la tendresse qu'elle crée dans le public et son efficacité. Et genre, c'est... ouais, les gens... Sa présence sur scène, les gens l'adorent. Elle a quelque chose où... Et elle parle ça parle à beaucoup de gens, ce qu'elle dit. On en avait parlé et ça l'avait un peu vexée. Genre, ça veut dire que je suis pas spéciale. Et pas du tout. Elle est hyper spéciale. Et elle est spéciale aussi dans son truc. C'est le fait qu'elle fasse elle a une innocence sur scène qui est géniale. Parce qu'en plus, des fois, elle dit des trucs hyper trash, très rarement, mais des fois elle dit un truc un peu surprenant, ou alors elle s'énerve très fort et ça détonne avec son personnage et c'est ce qui rend ça encore plus drôle, quoi. Donc ça, Marine, il y a cette innocence et le fait que c'est une très bonne musicienne et que du coup on l'identifie pour ça. Lola, c'est le chaos sur scène, mais le chaos organisé. Et moi je disais que Lola, je trouvais qu'en fait elle avait trouvé un personnage de scène qui était génial parce que il est un peu fripon et faussement benet. Parce qu'elle, c'est très intelligent ce qu'elle fait, son écriture est pour moi une écriture que j'admire parce que c'est une écriture très très intelligente, elle trouve des angles très rapidement, c'est assez impressionnant, mais elle a un équilibre dans son humour entre dire des trucs complètement cons et faire des observations très smart en fait. Et vraiment quand on l'identifie, c'est un peu ce personnage qui est là et qui est un peu chaotique. On l'identifie pour ça. Et moi, je crois qu'on m'identifie... Enfin, j'en sais rien, en fait. Ça se trouve, les gens vont me dire « Mais Moana, pas du tout, on t'identifie pas pour ça. » Mais pour quelqu'un qui fait beaucoup est très forte à faire des personnages avec des mimiques faciales. Genre, je suis une planche à emoji, quoi. Et qui part fort dans de l'absurde. Et dans... je vais pas parler de choses qui sont très quotidiennes.
forcément. Voilà. Et donc, voilà, on a ces 3 univers-là, quoi. Tes parents, aujourd'hui, ils te soutiennent dans tout ce que tu crées? Parce que comme ils avaient peur au début de ce statut, justement, artistique, aujourd'hui, ils te soutiennent? Oui. Oui. Oui, d'une manière, parce que mon Adelph a fait le taf un peu avant, où elle a vraiment fait une carrière purement théâtrale et purement artistique à la base, puis théâtrale, parce qu'elle a fait les cours Florent. D'ailleurs, ça a été un moment un peu compliqué pour moi, mais j'en ai parlé à ma famille, où mon Adelph faisait les cours Florent et on parlait en Skype de ce que faisait mon Adelph et que c'était incroyable qu'elle soit comédienne. Et moi, j'étais là, genre, c'était le moment où j'avais pas commencé le stand-up et j'avais un enfant intérieur qui criait un peu, mais qui s'est complètement résolu quand j'ai fait du stand-up. Mais donc, ça a un peu déblayé leur vue de ce que c'est qu'une carrière artistique. Et surtout, je crois qu'ils se sont un peu détendus le slip en mode on a envie que nos enfants soient heureux, quoi. Ouais. Et moi, ils voient que je suis très heureuse. Et en fait, ma mère et mon père sont très fiers de moi, de ce que je fais. Ils ont toujours été très fiers de moi, en fait, de ce que je faisais sur scène. Ça a toujours été là. C'était plus de l'inquiétude sur en vivre. C'est plus une inquiétude logistique qu'une inquiétude artistique, quoi. Donc oui, ils me soutiennent. Ils sont venus voir ma dernière. C'était très, 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 très chouette, d'ailleurs. Parce que dans mon spectacle, je parle de l'origine de mon prénom. Et spoiler, c'est parce que j'ai été conçue à un endroit précis. Et donc, je les regarde et je dis « Ah, bande de gros baisers !» Mes parents, c'est gros baisers. Ils étaient morts. Et après, ils m'ont raconté la vraie origine de mon prénom, qui est complètement différente de ce que je dis sur scène. Et j'ai découvert ça quand ils m'ont dit à la fin de mon spectacle. Et en fait, je pense que ça va peut-être être le fil conducteur de mon spectacle. Ah, trop bien. Voilà. C'est trop chouette. Tu t'imagines un jour ne vivre que de cet aspect artistique ? Ça me fait très peur. Ça me fait extrêmement peur parce que j'ai eu une période de ma vie où j'étais pas du tout stable financièrement et j'ai détesté. Enfin, je pense que personne n'aime, mais moi, ça m'a mise dans une anxiété. En fait, j'ai fait une dépression de plusieurs mois pendant ce moment-là. Et c'est vraiment un peu une période où j'ai pas envie d'y retourner. Donc, en fait, je crois que je vais le faire. Je dis plus, je vais peut-être le faire. Je vais le faire, mais quand je vais lâcher mon travail actuel quand je saurai que je suis assurée, en tout cas que j'ai le plus de safeguard possible financièrement. Et donc ça passe par le statut d'artiste, en fait. Je pense que je commencerai quand je sais que j'ai les conditions pour avoir le statut d'artiste. Mais oui, j'ai envie. En fait, j'ai envie de vivre de mon côté artistique. Peut-être que j'ai aussi envie de continuer parce que sur le côté, je fais des formations qui aident à lutter contre le harcèlement sexuel et sexiste, en milieu professionnel plutôt. Donc ça, je pense que je vais continuer à le faire un peu en freelance parce que j'aime bien donner des formats. Mais j'ai envie de vivre de mon truc artistique et que ce soit sur scène ou hors scène, ou que ce soit aussi organisé plus de ce qui se passe dans la Tout Comedy Club, que ce soit aussi organisé des moments de joie, en fait. Donc ça pourrait être organiser des festivals, organiser des scènes, genre j'ai envie et en faire moi-même. J'ai envie de vivre que de ça et d'écrire aussi, parce que j'adore écrire et je pense que je vais pas écrire que du sketch. Je pense que j'ai envie d'écrire d'autres choses aussi. Excellent. Et ça va pour combiner pour l'instant ton boulot plus toutes ces activités à côté ? Non, je dors pas. Je suis passée à 80% parce que le stand-up. Et j'ai beaucoup de chance parce que le travail que je fais, donc je travaille, c'est très long à dire, je travaille dans un réseau européen qui rassemble des organismes de lutte contre les discriminations, voilà. Et donc moi je travaille, donc c'est un travail en anglais, c'est un travail qui inclut du lobbying à la Commission européenne, de l'organisation de conférences, de des formations, de l'écriture de rapports, de briefs, de recherche et tout. Donc c'est un travail qui est pas un petit travail genre un job d'été quoi, ou un job alimentaire. Enfin mais c'est devenu mon job alimentaire en fait. Parce que ça fait 5 ans que je le fais. C'est un job qui est très intéressant. Je travaille sur les questions. Enfin, moi, je suis spécialiste, je suis experte genre et LGBTQIA+. Voilà, c'est mon expertise au sein de l'organisation. Et du coup, c'est des sujets qui m'intéressent, mais la façon de travailler
m'intéresse moins parce que c'est très institutionnel. Ouais. Donc, on va organiser des conférences qui vont pas forcément aller très en profondeur et qui seront toujours avec les mêmes personnes que j'adore, qui est la partie rainbow de la bulle européenne et qui est la partie chouette de la bulle européenne quand même si ça reste institutionnel. La partie rainbow est la partie antiraciste de la bulle européenne. Mais voilà, la façon dont je travaille m'intéresse beaucoup moins. Mais comme c'est un travail que je fais depuis longtemps, que j'ai quand même... les gens qui me managent sont vraiment très cool. Mon manager est vraiment très cool. J'ai beaucoup de liberté. Et donc, ce que je fais... J'ai beaucoup de liberté pour travailler tant que je fais ce que je dois faire. Et donc, ça me laisse l'occasion de bien organiser mon temps comme je le veux. Avec de la confiance et voilà. Mais à un moment, je pense que je vais passer à 60%. Et puis, à un moment, je vais arrêter. Et oui, non, c'est difficile de combiner. Parce que je combine le stand-up, mais je combine pas que le stand-up. En fait, je combine mon travail avec mes moments de stand-up perso, les moments de stand-up fin de soirée, l'Atout Comedy Club, stand-up et organisation. Et à côté de ça, je fais beaucoup d'impro aussi. Et cette année, par exemple, je fais de l'impro. Donc, j'ai mon équipe d'impro. À côté de ça, il y a au sein de l'équipe d'impro, qui est une équipe de championnat, il y a un sélectionneur qui sélectionne 20 personnes pour représenter la fédération à l'étranger. Je fais partie de cette sélection. Et en plus, cette année, je viens d'être sélectionnée parmi cette sélection pour représenter la Belgique au mondial d'improvisation qui aura lieu en Belgique cette année. Wow. Et donc, ça veut dire que je sais beaucoup. Oui, oui, c'est un peu beaucoup. C'est beaucoup. Mais par contre, c'est cool que du coup, tu arrives aussi à mettre ton boulot, ton boulot alimentaire, ses convictions dans ton boulot artistique à côté, quoi. C'est hyper chouette de pouvoir transmettre ces valeurs comme ça et de continuer à être engagé dans tout ce que tu fais. Mais j'aurais pas pu faire autrement, je crois. Après, sur scène, je parle pas énormément de féminisme et je parle pas de sujets qui m'intéressent. Enfin, je parle pas des sujets les plus importants pour moi dans le féminisme. Tous sont importants, en fait. En fait, je sais pas comment dire. Je veux pas faire une dissertation, mais moi, un des sujets les plus importants pour moi, en féminisme, c'est la prise d'espace et la prise de parole des femmes et des minorités de genre. Et en fait, là, par contre, ce que je fais, c'est purement là-dedans. C'est moi-même, parce que je trouve que être une femme sur scène qui est drôle, c'est féministe en soi. Ça veut pas dire que toutes les humoristes femmes font de l'humour féministe. Il y en a qui n'en font pas du tout. Il y en a qui disent des trucs très problématiques parfois. Mais je trouve que le geste est profondément féministe de prendre de la place et d'être drôle. Parce qu'en plus, quand on est drôle, on combat certains stéréotypes qui sont... Le premier, c'est que les femmes sont pas drôles. Ça, c'est un stéréotype que j'ai jamais compris de ma vie, en fait. Parce que moi, comme je disais, l'humour, ça a été... Dans ma famille, j'admirais des femmes que je trouvais très drôles. Et où on rigolait beaucoup. Donc, et j'ai beaucoup admiré Valérie Lemercier. J'ai beaucoup admiré plein de meufs, genre des meufs américaines, Kristen Wiig. Je vais pas faire la liste, mais en fait, il y en a plein. Il y a Laura Felpin, il y a Claudia Tagbo, il y a plein de femmes qui m'ont beaucoup fait rire. Donc ça, c'est vraiment un des clichés que je comprends pas. Mais un autre truc qui est un peu... En fait, être drôle sur scène, c'est combattre un certain regard sur la féminité. C'est quand t'es drôle, on a une idée de la féminité qui est, faut pas faire beaucoup de bruit, faut pas prendre beaucoup de place, et faut pas être ridicule. Une femme qui est ridicule, Et en fait, pour moi, être drôle, c'est vraiment pas avoir peur d'être ridicule et grotesque sur scène parfois. Et donc ça, pour moi, c'est un truc très féministe. Et donc, rien de que faire ça, c'est féministe. Par contre, un des sujets qui, pour moi, est très important, que j'arrive pas à aborder, c'est les violences sexistes et sexuelles. Voilà, pour plein de raisons, perso, pro. C'est un sujet qui, moi, est pour moi un des cœurs de tous les sujets, quoi. Et j'arrive pas à en parler sur scène parce que je n'arrive pas à en rire. Ah ouais. Parce que c'est trop proche, je crois, professionnellement. Personnellement aussi, mais quand même professionnellement, je dirais. Et du coup, j'ai du mal à faire des blagues dessus parce que je connais toutes les implications derrière. Enfin, pas toutes, mais j'en connais beaucoup, les implications derrière. Alors que j'aimerais y arriver. Idéalement, j'aimerais y arriver à un moment. Pour moi, mon humoriste... Pour moi, la stand-upeuse, l'une des plus grandes stand-upeuses qui a révolutionné le stand-up, c'est Anna Gatsby. Nanette, c'était une révolution.
dans le monde du stand-up. Et elle parle de violences sexuelles. Et c'est incroyable ce qu'elle fait. Pour moi, c'est du génie ce qu'elle fait. Bon, je dis pas que je veux faire du Hannah Gatsby, mais je dis que on arrive à parler intelligemment de ces choses-là sur scène. Ouais. Elle a aussi fait un truc qui est moins connu, mais qui est génial, qui est sur YouTube, qui est About the Good Men. Je conseille tout le monde d'aller voir ce talk de Hannah Gatsby sur YouTube. The Good Men, je crois, ça s'appelle. Si vous tapez ça, ou quelque chose dans le genre, mais si vous tapez ça, vous allez le trouver. Et c'est incroyable aussi, parce que c'est très drôle, mais ça dénonce vraiment un des points majeurs de ce qu'on excuse dans la masculinité et tout ça. Et ça, j'adorerais pouvoir y arriver, mais pour l'instant, j'y arrive pas. On commence un tout petit peu à le faire avec Fin de soirée. J'ai une chanson que j'ai écrite qui s'appelle « Ferme ta gueule, Quentin » et qui dénonce un petit peu les commentaires injurieux que peuvent recevoir les femmes et minorités de genre sur Internet. Mais du coup, j'ai un peu envie de creuser ça, mais pour l'instant, j'y vais à petits pas, quoi. Et tu veux d'office le faire sous forme de stand-up, parce que t'as entendu parler aussi d'écriture, même de manière générale. T'as envie de mettre de l'humour pour en parler ? En fait, j'ai fait ça. Avec une amie, on a créé une plateforme qui était sur Mediapart qui s'appelait À l'encontre. Et là, on utilisait l'humour pour démonter des mythes, y compris des mythes antiféministes. Et ça marchait très bien. Mais j'ai aussi eu, et sur Mediapart, j'ai un blog où j'ai écrit des trucs quand même. Et c'était pas drôle. C'était de la colère pure. Parce que moi, quand j'écris, c'était de la colère ou ça dénonçait des choses purement. Moi, quand j'écris sur des sujets féministes, ce qui me drive, de nouveau, c'est la colère. Il va se passer un truc dans l'actu et ça va être un trop-plein. Il va falloir que ça se déverse en écrivant. Et donc, j'ai écrit pas mal d'articles qui ont été repartagés par Mediapart sur des sujets féministes, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que c'est de la colère, parce qu'en fait, ça me met très, très en colère, en fait. J'ai écrit sur l'affaire Polanski, j'ai écrit sur le traitement médiatique de Greta Thunberg, j'ai écrit sur la Ligue du LOL. La Ligue du LOL, ça m'a mis très en colère parce que c'était silencier les femmes par l'humiliation et le harcèlement de masse. Donc ça rejoint deux choses qui sont très importantes pour moi. La parole des femmes et la lutte contre les violences. Et j'ai pas réussi à écrire quelque chose de drôle. Après, ça a été repartagé par les personnes. Enfin, ça parlait de certaines femmes qui l'ont repartagé sur Twitter et tout ça, et je suis très contente, mais c'est pas drôle, quoi. Voilà. Je vais te poser la dernière question du podcast. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Oh, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que j'aimerais oser faire et que j'ai pas encore fait ? Je pense que j'ai envie d'assumer qui je suis sur scène en faisant des personnages beaucoup plus marqués, en faisant des choses qui sortent de la norme du stand-up, en utilisant des supports. Une fois, j'ai fait un truc où j'ai utilisé un support et ça a hyper bien marché. Et en fait, j'ai envie d'oser de sortir du cadre du stand-up pur en m'écoutant et en sachant que en ayant une petite certitude interne que ça va quand même être drôle. En tout cas, que ça va être drôle et que ça peut marcher sur une scène de stand-up ou dans mon spectacle. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci encore, Moana, d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas aussi à soutenir financièrement le podcast via Patreon et KissKissBankBank. Merci encore à celles qui le font déjà. Tous les liens sont dans les notes. On se retrouve dans 3 semaines pour l'épisode avec Lola Destienne.